On va d'abord entendre des histoires des familles et de leur vécu avec les expertises en cours. On va commencer avec Christine Carretta, qui est auteure. Son livre vient tout juste de sortir, et sœur de Cathy Carretta, qui a été assassinée en 1998, qui va nous raconter un petit peu comment s'est passé son parcours avec les experts. J'ai le cœur qui bat. Oui. Est-ce que je peux me mettre debout? C'est correct? Merci. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, j'ai perdu ma voix, alors je suis vraiment désolée. Écoutez, je n'ai pas l'habitude d'avoir un auditoire d'adultes parce que moi, je suis enseignante et j'enseigne à des jeunes. Alors, je trouve ça un petit peu intimidant, mais bon, je vais essayer de passer par-dessus ça. Écoutez, moi, je vais vous parler de mon expérience personnelle à moi et à mes parents. Naturellement, on a vécu un drame aussi, un homicide, que j'appelle moi maintenant un fémicide, et de ma sœur Cathy. Lorsqu'on s'est retrouvés au palais de justice durant le procès et toute l'enquête préliminaire et tout ce qu'on voulait, mais durant le procès, naturellement, on a dû entendre les experts venir témoigner devant nous. C'était une épreuve qui était excessivement difficile, déjà par le fait que tout ce qui était judiciaire, on n'avait pas été guidé là-dedans, on n'avait aucune idée de aucune terminologie que les avocats prononçaient ou que les experts prononçaient. Donc, on s'est vraiment senti très isolés, très seuls, très démunis, puis excessivement peinés aussi. Alors, ce que j'aimerais vous témoigner ici, c'est que ça a des effets un peu dévastateurs. Alors, si on a des experts qui, naturellement, en tant que proches de victimes, on a l'impression qu'ils penchent un peu en notre faveur, bon, bien, la douceur, c'est quand même un peu plus doux. Lorsqu'on a l'impression que justement, on va vouloir plus montrer que l'assassin, on voudrait plus minimiser le côté du geste de l'assassin, naturellement, pour nous, c'est beaucoup plus difficile. Alors déjà, ce que j'aimerais vous dire, c'est que ce qui est important de savoir, c'est qu'en tant que proche de victime, nous avons le droit d'aller chercher, une fois que le procès est terminé, ce qu'on appelle un verbatim du témoignage. Okay? Et ça, c'est public. Alors, ça veut dire que tout ce que c'est qui est rapporté, tout ce que c'est qui est enregistré en cours, vous y avez droit. Naturellement, il faut payer pour, mais c'est rien du tout. Ça coûte, pour ainsi dire, presque rien. Vous allez au palais de justice et vous y avez droit. Et dans mon cas, à moi, j'ai ici tout ce qui a été dit en cours par rapport à M. Talbot, le psychiatre, qui était le psychiatre de la défense, et aussi ce que M. Chamberlain, qui nous représentait, enfin pas nous, mais qui représentait donc la couronne. Ce qui fait en sorte que lorsqu'on vit ces émotions-là et lorsqu'on est en cours et qu'on est complètement abasourdi par les termes, par le stress, l'anxiété et tout ce qu'on veut, bien, le fait de pouvoir après être capable de relire, c'est important pour pouvoir mieux comprendre. Peut-être des fois aussi aller chercher de l'aide, aller chercher plus d'informations, comprendre et dédramatiser un petit peu. Fait que ça, je voulais vous dire, vous y avez droit. Personne ne va vous le dire, mais vous y avez droit et il ne faut pas se gêner pour aller le chercher. OK? Ensuite, ce que je voulais aussi vous dire, mon expérience à moi, elle a été bonne en cours, dans le sens où, naturellement, nous, la couronne, on a eu la chance d'avoir M. Gilles Chamberlain. Et M. Gilles Chamberlain a été capable de mettre des mots, vraiment les bons mots, pour exprimer, puis pour expliquer comment était l'assassin de ma sœur. Et ça nous a beaucoup rejoints, puis ça a été un baume aussi sur notre cœur. Mais pour ce qui est de la défense, eux avaient aussi choisi un expert en psychiatrie qui était M. Talbot. M. Talbot est allé plus ou moins dans le même sens que M. Chamberlain. Alors, moi, j'appréhendais beaucoup le fait que M. Talbot vienne témoigner parce que je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont essayer de le sauver, ils vont essayer de minimiser, ils vont essayer... Je m'étais fait tout un scénario. Et en fin de compte, bien, je m'étais un peu trompée. Alors oui, des fois, il y a des côtés négatifs, mais oui aussi, des fois, il y a des côtés positifs. Puis ça, il faut le dire aussi, c'est important. Alors moi, ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui, je voulais vous lire un passage. J'ai écrit un livre et je ne fais pas ça pour vendre mon livre, loin de là. Mais je voulais juste vous exprimer un petit peu comment moi, je me suis sentie à ce moment-là. Je ne sais pas si j'ai le temps de lire une petite page, oui? Est-ce que vous me permettez de le lire pour vous? Oui? D'accord.
Alors, c'est aujourd'hui au tour du psychiatre Jacques Talbot de se présenter à la barre des témoins. J'avoue avoir des réserves face à son témoignage. Il a été assigné par la défense et je crains qu'il puisse y avoir des conséquences majeures face à son évaluation de l'accusé. Il dit avoir rencontré Jean-Paul durant 3 heures. 3 heures. Je m'attendais à ce que ses propos m'offrent un regard éclairant face au comportement de l'assassin. Étonnamment, je n'ai pas vraiment été éclairée par son évaluation ni par son analyse clinique qui me semblait un peu simpliste. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas rentré dans les détails. D'un ton uniforme, le psychiatre nous a avoué qu'il avait perdu une certaine quantité de notes qu'il avait prises lorsqu'il avait rencontré Jean-Paul Gerbet. Donc, en fin de compte, lorsqu'il a fait un peu son expertise devant la cour, il y est allé avec ce que c'est qu'il se rappelait et non nécessairement avec des notes qu'il avait. Le procureur de la Couronne demande d'un ton uniforme au psychiatre si l'accusé lui a dit qu'il avait eu une perte de conscience, plus précisément un grand trou noir pendant lequel il étranglait sa victime. Il indique qu'il se souvient que le détenu lui a mentionné qu'au moment où il assassinait Cathy, elle se débattait et le griffait au visage. Elle lui a crié de s'en aller. L'accusé dit n'avoir ressenti aucune colère à ce moment-là. Le psychiatre affirme que Jean-Paul Gerbet ne souffre ni de psychose, ni de dépression, ni de psychose maniaco-dépressive, ni de bipolarité, ni d'état dissociatif. Par le fait même, aucune maladie ne peut expliquer le geste qu'il a commis. Il convient que l'état de l'accusé, à cause du débordement de ses pulsions émotionnelles, se rapproche de celui que l'on retrouve chez les individus porteurs du trouble de la personnalité. De plus, le spécialiste affirme que l'assassin était en mesure de juger de la nature et des conséquences de ses gestes. Donc, M. Talbot, en fin de compte, à quelque part, a reconnu que Jean-Paul Gerbet est reconnu criminellement responsable. Maintenant, j'ai rencontré M. Chamberlain. Je suis tombée en amour avec lui immédiatement. C'est ce monsieur-là, puis je l'aime donc. Enfin, il y en a un qui m'a compris. La Couronne donne au docteur Chamberlain le mandat de rendre une contre-expertise du psychiatre, une contre-expertise de psychiatrie légale. Ce témoin expert appelé à la barre dit avoir rencontré le détenu en face à face durant également 3 heures. À la lueur de ces propos tenus par l'accusé, le psychiatre en matière criminelle explique des concepts précis. Alors lui, M. Chamberlain est vraiment rentré dans les détails pour que ça soit clair. Son évaluation fait ressortir plusieurs données ainsi que des éléments de preuve qui sautent aux yeux. Enfin, surtout qui nous sautent aux yeux à nous en tant que proches de victimes aussi. L'homme de 33 ans ne doute de rien, dit-il. Son penchant à s'autocritiquer est partiel et son grand besoin d'être admiré est flagrant. Dans ses relations interpersonnelles, Jean-Paul n'a aucun remords à exploiter les gens. Le psychiatre en fait la preuve à travers des témoignages qui nous sont relatés. Dr Chamberlain convient que l'accusé aurait un profil s'apparentant à celui d'un individu qui souffre d'un trouble de la personnalité limite. Les critères relevés sont les suivants: impulsivité, irritabilité, attaque de colère, relations instables, peur de l'abandon et difficulté à garder son emploi. Il explique que le sujet aurait également une personnalité narcissique. Sous ses allures de dominateur, il cache une faible estime de soi, d'où son grand besoin d'admiration. Pourtant, jusqu'à présent, il ne peut pas se vanter de grand-chose. Sa capacité à s'auto-analyser est limitée. Selon lui, les autres sont souvent la cause de ses défaites. Sachant très bien communiquer sa matière, le docteur Chamberlain précise que le manque de remords est l'un des critères les plus importants que l'on retrouve chez Jean-Paul Gerbet, l'assassin. De plus, l'accusé se déculpabilise régulièrement.
Je vous saute certains petits paragraphes. L'analyse du psychiatre légiste, M. Chamberlain, est basée sur la science. Il a utilisé un instrument de mesure appelé la triade cognitive de Beck et aucun signe de dépression n'est ressorti du point de vue clinique. Après avoir fait une analyse exhaustive des documents officiels, il a tiré ses conclusions et nous les a transmises. Elles se sont avérées des plus intéressantes. Alors, c'est juste ça que je voulais vous dire. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fin de compte, oui, des fois, il y a du surmagasinage. Peut-être qu'il y en a eu à quelque part du côté de la défense, mais s'il y en a eu, en tout cas, ils n'ont pas été capables de trouver quelqu'un qui a été capable de défaire ce que M. Chamberlain avait apporté. Et dans mon cas à nous, ça a quand même été une bonne expérience, malgré qu'elle ait été excessivement difficile. Mais je ne vous dis pas que la sentence était bonne pour nous, par exemple. Mais au niveau de l'analyse clinique, du profil de l'individu, au niveau mental, c'était très clair. Fait que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci. Merci. Merci, Mme Carretta. Notre prochaine intervenante vient de sortir de 4 ans de cauchemar. Sa fille, Gabrielle, a été assassinée en 2014 par Jonathan Mahotière. Il y avait eu un premier procès en 2017 qui s'est terminé par la dissolution du jury qui ne réussissait pas à s'entendre. Alors imaginez, elle vient de se retaper ça dans les dernières semaines, mais heureusement, cette fois-ci, Jonathan Mahotière a été reconnu coupable de meurtre au 2e degré, c'est bien ça? Je vous présente Marlène. Moi aussi, je vais être debout parce que je ne suis pas grande. Contrairement à Mme Carretta, effectivement, je sors du procès depuis dimanche dernier, qui s'est conclu par un verdict. Mais en tout cas, ça fait 4 ans qu'on endure ce calvaire, comme on dit le mot. Pourquoi ça a été si long? Il y a des gens qui m'ont posé des questions. C'est parce que l'accusé a souvent congédié ses avocats. Alors, c'était toujours à reprendre jusqu'au jour où il y a eu le procès l'année dernière, en 2017, qui s'est conclu par une dissolution. Mais durant ce procès, il y a eu des expertises. Des deux côtés, de la couronne, de la défense, et qui, contrairement à Mme Carretta, moi, c'était vraiment farfelu. Des termes que j'ai entendus que j'ai pas compris, qu'aucun être humain pourrait comprendre, sauf un psychiatre. Alors, c'est le docteur Blot, moi, contrairement à M. Chamberlain, qui est venu témoigner, qui nous a aidés avec cette phrase de, comme vous dites, le rhume des psychiatries qui nous a aidés beaucoup. Heureusement que le procès s'est terminé comme ça, parce que je ne sais pas comment j'aurais pu finir autrement ce que je suis aujourd'hui. Grâce à moi, j'ai eu de l'aide. J'ai eu de l'aide beaucoup à ces 2 procès-là, de l'AFPAD, que je dis sincèrement merci. À CAVAC aussi, et aussi le système de justice en qui j'avais plus confiance, parce que en 2017, j'avais complètement perdu confiance. Je me demandais si ça allait revenir la même chose, mais le procureur ainsi que l'équipe qu'a fourni Mme Anne-André Charette a été exceptionnelle et réconfortante, très humaine. Et ça, je vous dis bravo. Bravo. Puis à ne pas oublier les mémorables membres du jury. C'est ce qui m'ont permis de reprendre ma dignité et celle de ma fille. Ça, c'est vraiment... Ça n'a pas de prix. Puis pour les expertises, j'espère qu'il faut qu'il y ait des choses qui changent. Parce qu'on se sent vraiment... Des fois, on pense qu'on est des moins que rien parce qu'on n'est pas dans le même milieu, qu'on n'est pas dans le même monde et qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Et on a besoin d'explications, vraiment. S'il vous plaît, soyez encore avec nous et faites que ça change. Faites qu'il y ait des nouvelles résolutions. Faites qu'il y ait des nouvelles lois. Parce que ça peut se faire. Parce qu'on est tous des citoyens. On est tous responsables de ce qu'on fait et de ce qu'on dit
même s'il y a une maladie. Merci, Marlène. Ça dénote bien à quel point les familles se sentent. On en parlait tantôt en mangeant. On se disait, on vit le pire moment de notre vie. On est projeté dans un appareil qu'on ne comprend pas. On n'a pas le temps d'assimiler tout ce qui se passe. Alors, c'est très difficile. Je pense que Marlène l'a bien exprimé à vivre pour les familles. Le prochain qui va parler, je ne pense pas qu'il ait besoin vraiment de présentation. Je vais le présenter rapidement, mais tout le monde connaît l'histoire de Julie, assassinée en 2002, son combat, fondation de l'AFPAD, son combat maintenant au niveau politique au Sénat à Ottawa. Il va nous entretenir dans les prochaines minutes des changements qui, justement, sont intervenus pour changer les choses. Monsieur Boisvenu. Je vais me lever. Bonjour tout le monde. Où serions-nous, plaçons-nous il y a 15 ans? Où serions-nous sans l'AFPAD, sans la sensibilité des procureurs de la Couronne, sans l'implication maintenant des policiers auprès des familles? Replaçons-nous seulement qu'en 2002-2003. Et je pense que ce qui a fait avancer les choses, c'est que les victimes ont décidé de prendre la parole. Et prendre la parole, c'est sortir de votre prison, sortir de la prison du silence. Et je pense que c'est le plus grand succès que vous avez connu. Alors, bravo à ceux qui ont organisé cette rencontre-là. C'est vraiment une très belle rencontre. Donc, moi, je vais vous parler un peu, je vais vous donner des statistiques au départ sur tout le dossier de la santé mentale, parce que vous savez qu'on est très préoccupé aussi de, je dirais à la limite, d'une certaine surutilisation, qui est moins apparente en 2018 qu'elle l'était en 2012. L'affaire Morissette, l'affaire Turcotte, je pense que ça a été deux événements marquants qui font en sorte qu'au Québec, entre autres, vous savez qu'en 2012, les statistiques sur la non-responsabilité criminelle étaient inquiétantes. Nous formons 22 % de la population canadienne et 45 % de tous les cas de non-responsabilité criminelle à travers le Canada se passaient au Québec. Donc, il y avait vraiment une surutilisation de cette démarche-là. Pour toutes sortes de raisons, les gens qui l'utilisent vont dire parce qu'on fait des meilleurs diagnostics de santé mentale au Québec, puis ceux qui sont de l'autre côté vont dire ben, c'est parce que les avocats de la défense se servent plus souvent de cette faiblesse-là qui est au code criminel. Également, il y avait deux éléments sur lesquels les familles, trois éléments sur lesquels les familles avaient une très grande frustration dans ce dossier-là. D'abord, lors des témoignages, lors des procès, souvent, le témoignage des familles est complètement ignoré. Et ceux et celles qui connaissent le mieux leur enfant, parce que vous savez, ces crimes-là se commettent dans la majorité, une grande partie des cas, ce qu'on appelle des meurtres intrafamiliaux. Donc, le crime a lieu dans la famille et majoritairement, ce sont les hommes qui vont s'en prendre aux parents, aux conjointes. Et il y a aussi des femmes qui ont commis ce type de crimes-là au Québec, vont surtout s'en prendre aux enfants. Et la majorité des cas, c'est dans la famille. Et ce que les familles reprochaient le plus, c'est lorsque le procès a lieu, souvent on va demander, on ne demande jamais l'opinion des parents lorsqu'un enfant a commis l'irréparable. Et c'est souvent les parents qui connaissent le mieux les enfants. L'autre chose, c'est l'absence des victimes au niveau des audiences de la Commission de santé mentale. En 2012, il y avait seulement que 4 % des familles participaient à une audience de santé mentale, alors que dans la majorité des cas, 96 % des cas, les familles étaient absentes. Et l'autre élément, le dernier élément que les familles vivaient la frustration, c'est que le taux de séjour en institution à travers le Canada, après avoir remis un crime aussi grave qu'un meurtre, est de 3 ans. Donc ça aussi, ça blessait beaucoup les familles de voir que des gens qui ont commis un crime très grave puissent, après quelques années, être remis en liberté. Et j'avais un graphique aussi ici. J'ai regardé ce qui s'est passé au niveau de ce que j'appelle la désinstitut, je prends ce terme-là, pour désinstitutionnalisation, et l'incarcération. Et je parle de 1992, et rien vaut mieux qu'un graphique. Et vous avez sur la courbe d'en haut ce qu'on appelle l'institutionnalisation. Donc, en 1972, la majorité des gens qui vivaient ce type de troubles mentaux-là étaient institutionnalisés. C'est à partir de 2012, parce que j'étais dans le système à l'époque, on a commencé ce qu'on appelle la phase de sociabilisation de ces gens-là qui étaient en institution, et on a commencé à les remettre en société, et c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que beaucoup de gens étaient en institution, ne devaient pas être là. Mais si on regarde la courbe de l'incarcération maintenant, à partir de la même année, ce que vous voyez la courbe de la désinstitutionnalisation qui est en haut ici, qui descend
descend rapidement pour 2012. Et vous avez la courbe de l'incarcération qui, elle, progresse inversement proportionnelle à la désinstitutionnalisation. Donc, tout ce qu'on a fait dans le système, dans le fond, on a changé les gens d'institution. Et aujourd'hui, j'avais les chiffres de 2018, 40 des femmes qui sont incarcérées au Canada souffrent de santé mentale. Et on a dépassé cette année 30 chez les hommes. Donc, dans le fond, on a changé la forme d'institution pour beaucoup de gens qui souffrent de maladies mentales pour maintenant les incarcérer plutôt que les mettre en institution. Et ça va être un défi majeur pour tous les gouvernements de voir des alternatives à l'incarcération parce que ces gens-là qui sont incarcérés, qui souffrent de troubles mentaux, souvent, après leur phase d'incarcération, vont être dans des situations encore plus graves, encore plus incontrôlables. Donc ça, c'est un problème majeur auquel on devra s'attaquer comme société, de trouver des alternatives à l'incarcération. Et en plus, c'est une clientèle qui est très dispendieuse pour le gouvernement. Une personne incarcérée coûte en moyenne au gouvernement à peu près 120 000 par année à 140 000. Une personne qui est incarcérée, qui souffre de troubles mentaux, c'est entre 200 et 250 000 par année. C'est énorme le coût pour la société de mettre ces gens-là. Et si on compare un exemple à des gens qui vont être en ce qu'on appelle en logement contrôlé, ce qu'on appelle un projet majeur au Canada qui s'appelle At Home chez soi. Donc, le fédéral subventionne des logements sociaux où on va venir contrôler la prise de médicaments, on va contrôler l'heure d'entrée, ce qu'on appelle le couvre-feu, et le taux de récidive va baisser de 90 % dans ces cas-là. 90 %. Et il va nous coûter à peu près par place, par année, 60 000 au lieu de 250 000 incarcérés. Donc, vous voyez, pour une personne incarcérée, on pourrait mieux contrôler 4 à 5 patients dans ce type de foyer-là. Donc, ça, je voulais faire une parenthèse là-dessus parce que c'est un problème majeur. Ce qu'on a fait en 2012, on a modifié l'article 16 du Code criminel. L'article 16 du Code criminel, c'est quoi? C'est l'article qui prévoit l'utilisation de la non-responsabilité criminelle lors de procès. Cet article-là comprend 3 sous-articles, dont celle où on peut les reconnaître comme non criminellement. Ce qu'on a fait en 2012, on a modifié cet article-là pour faire en sorte que lorsque la Commission de santé mentale remet en liberté, soit en semi-liberté ou en liberté totale, une personne qui était connue non criminellement responsable, auparavant, le seul critère qui était retenu, c'était que la prise de décision respecte les droits de la personne à reprendre sa liberté. C'était ça le critère principal. Maintenant, le critère principal, c'est la protection de la société, qui a été mis de l'avant par le gouvernement fédéral en 2012. Le deuxième élément qu'on a changé à cette loi-là également, c'est l'obligation d'inviter les familles à participer aux audiences. Parce qu'on le dit, et je le répète, ceux et celles qui connaissent le mieux ces gens-là, c'est la famille. Et aussi, comme la famille, vous vous souvenez, lorsqu'on a décidé de désinstitutionnaliser les gens, les gouvernements d'époque, et peu importe lequel, avaient dit les ressources suivront dans la collectivité pour soutenir les familles. Malheureusement, les ressources n'ont pas suivi. Et ce que les familles déplorent le plus, c'est lorsqu'ils ont un enfant qui est atteint d'un exemple de schizophrénie. Ces familles-là ont très peu de support. Et même lorsqu'ils rentrent dans le système de santé, ça peut prendre jusqu'à 6 mois avant d'avoir un rendez-vous avec un psychiatre ou avec un psychologue. La psychiatrie est devenue le parent pauvre du système de santé. Au cours des dernières années, on a fait des tentatives au Québec de l'améliorer, mais les choses ne se sont pas améliorées beaucoup. Depuis 1990 aussi, il faut comprendre qu'il y a eu 3 commissions au Québec sur la problématique de santé mentale. 3. Et il y a très peu de changements qui ont été faits. Et je me souviens, la FAPAM, avec qui je travaille beaucoup, la FAPAM, c'est la Fédération des familles de personnes atteintes de maladies mentales qui supporte les familles, avait demandé un exemple au niveau de la loi sur la santé mentale au Québec de changer un mot. Parce que dans la loi santé mentale au Québec, lorsqu'on parle d'une intervention policière ou d'une hospitalisation, on va parler de danger immédiat. Danger immédiat, c'est quoi? C'est le garçon qui est sur le perron à la maison avec un fusil, avec un couteau, prêt à agresser ses parents. On avait dit au ministre de la Santé, changer un mot, parler de danger imminent. Imminent, ça veut dire quoi? Ça fait 30 jours que vous ne savez plus où est rendu votre grand garçon de 34 ans, qui ne prend pas ses médicaments, qui est sans doute dans la rue et il consomme, aggrave son cas, mais comme ce garçon-là est majeur, les policiers peuvent rarement intervenir en termes de prévention.
Donc, ce sont des éléments sur lesquels il faut absolument travailler. Donc, on a changé cette loi-là pour intégrer davantage maintenant les familles dans les audiences de la Commission de santé mentale. On a vu une très grande régression dans l'utilisation de la non-responsabilité criminelle, surtout au Québec. Et cette semaine, d'ailleurs, il y avait un cas, vous vous souvenez, cet homme-là qui a assassiné sa conjointe, qui voulait utiliser effectivement la non-responsabilité criminelle dans sa plaidoirie. Le jury a délibéré, je pense, il y a 2 jours, et le jury n'a pas reconnu la non-responsabilité criminelle. Donc, on le voit, l'affaire Turcotte a marqué, je dirais, les annales judiciaires au Québec, qui fait en sorte que je pense que dorénavant, l'utilisation de cette chose-là va être de plus en plus difficile. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Je l'ai dit tantôt, la première des choses qu'il faut faire, et là, c'est une responsabilité qui appartient aux gouvernements provinciaux, surtout au Québec, c'est de revoir complètement l'approche en termes de santé mentale. On se souvient du cas de cette personne-là qui a assassiné à Saint-Romain la grand-mère et les 2 petites filles. C'était impossible. C'est impensable que le système médical a laissé aller ce garçon-là qui consommait, qui avait une problématique de borderline, schizophrénie, et que tout le monde savait qu'il consommait. C'est impensable qu'en 2018, on laisse ces gens-là dans la nature libre. Ce sont des bombes à retardement. Et dans ce village-là, entre autres, ça a coûté la vie de 2 jeunes petites filles et de la grand-mère parce qu'on a décidé qu'on ne s'occupait pas de ce garçon-là. Mais pire encore, c'est qu'une fois que le crime a été commis et que le procès est terminé dans non-responsabilité criminelle, la famille n'a pas eu accès au dossier médical. Si le garçon ou la personne qui a tué ces enfants-là se serait suicidé, on aurait eu accès au dossier médical. Mais comme il est encore vivant, ça prend absolument l'autorisation de la personne pour rentrer, parce que la famille voulait savoir qu'est-ce que le système a fait avec lui. Comment ça qu'on l'a échappé? Mais comme il est encore vivant, la famille n'a même pas accès au dossier médical. Donc, ça il faut absolument changer ça. Ce sont des dossiers qu'il faut gérer avec transparence, parce que je le dis encore, il y a trop de crimes qui sont commis avec des gens qui sont affectés au niveau de la santé mentale au Québec. L'autre élément, effectivement, moi, je suis un tenant pour revoir l'article 16 du Code criminel, où, à mon avis, il est encore trop facile en 2018 pour revendiquer ce statut-là, surtout pour une raison. En 2006 et en 2014, la Cour suprême a rendu 2 décisions très importantes, que l'auto-intoxication n'était plus un motif de défense ou de motif de plaidoirie pour réduire la sentence ou ne pas être sentencé. La Cour suprême a été très claire là-dessus. Lorsque vous vous auto-intoxiquez, que ce soit boisson ou drogue, vous êtes responsable des crimes que vous avez commis. Dans ce cas-là, une personne qui est diagnostiquée schizophrène, où on sait que la médicamentation va régler en partie son cas, parce que les schizophrènes, 95% des schizophrènes gèrent bien leur vie. C'est le 5% qu'on perd souvent dans la nature, et à cause de l'abandon de la médicamentation, consommation de boissons ou de drogue, ces gens-là, je veux dire, vont quintupler leur problématique en termes de comportement. Donc, lorsqu'une personne qui a été diagnostiquée par le système de santé, lorsque la médicamentation peut avoir des effets, mais qui décide volontairement d'abandonner sa médicamentation, comment la justice peut rendre responsable cet individu-là du geste volontaire qu'il a posé de ne pas prendre sa médicamentation. Et je pense qu'ici, le Code criminel, il va falloir qu'il revoie la décision de la Cour suprême que l'auto-intoxication ne peut pas être un motif qu'il évoque. Et je pense que ça devrait s'appliquer dans certains cas de santé mentale. Si vous êtes diagnostiqué qu'une médicamentation propre peut régler votre problème en partie et que vous décidez volontairement de ne pas prendre vos médicaments, de consommer, je pense qu'il va falloir qu'à un moment donné, ce ne soit pas à la société d'être responsable de ces gestes-là, mais ça devrait être aux patients d'en assumer certaines responsabilités. Je poursuis et je vais terminer là-dessus. Excusez-moi, parce que je suis à l'ère moderne, hein, je suis sur mon ordinateur, mais de temps en temps. Et le dernier point que j'apporterai, l'Angleterre a changé 2 points. D'abord, l'utilisation d'experts. Je pense qu'il faut revoir l'approche d'utilisation d'experts. Moi, je suis plus de l'approche un peu au niveau comme la Cour lorsque la loi sur la famille lors des divorces. Lorsque vous avez un divorce et vous avez décidé qui va avoir la garde d'enfants, mais le juge va demander une étude psychosociale chez les 2 conjoints pour savoir lequel des 2 il est plus apte, dans le fond, à garder les enfants. Et ça, c'est une commande que le juge fait
à un psychologue ou quelqu'un qui est formé pour, de faire une étude indépendante. Je pense qu'il va falloir arriver dans le cas d'expertise en santé mentale, faire en sorte que le juge puisse mandater 2 psychiatres qui vont faire l'étude sur le patient et qui devront s'entendre sur le diagnostic posé. Parce que lorsqu'on met 2 diagnostics différents dans les mains de gens qui vont prendre une décision, on les condamne à prendre des décisions qui sont déchirantes, très déchirantes. Donc, je pense qu'il va falloir revoir cette approche-là qui m'apparaît, et c'est pas moi juste, c'est pas seulement moi qui le dis. L'Association des psychiatres du Québec le dit, dans le domaine de la psychiatrie au niveau du système judiciaire, on magasine nos expertises. Et le dernier point, et ça, c'est une approche que l'Angleterre a prise en 1995. L'Angleterre, en 1995, a décidé, lorsqu'il y avait un procès pour non-responsabilité criminelle, on va d'abord juger la personne, ce qu'on va appeler « guilty but insane ». Au Canada, c'est plutôt « insane and not guilty ». Donc, la personne qui sort d'un procès de non-responsabilité criminelle pour meurtre, lorsqu'il sort de l'institution 2, 3 ans, 10 ans après, il n'a aucun dossier criminel. Parce que c'est comme s'il n'y aurait pas eu de procès, parce qu'on l'a déclaré non criminellement responsable. En Angleterre, il y a d'abord un procès au niveau de la responsabilité du geste commis. On reconnaît qu'une personne a assassiné quelqu'un. Et une fois que la reconnaissance de culpabilité est faite, et là, on a un procès pour la non-responsabilité criminelle. Donc, on va décriminaliser le geste parce que la personne est vraiment non sain d'esprit. Ce qu'on appelle « guilty but insane ». Alors qu'au Canada, on est encore dans la vieille formule « insane and not guilty ». Donc ça, c'est une approche, moi, qui me plaît parce que souvent, les familles, elles veulent avoir un diagnostic. Est-ce que, oui ou non, cette personne-là a commis un crime sur mon enfant, sur mes parents, etc. Donc, c'est à peu près les propos que je voulais vous tenir. C'est un dossier, à mon avis, dans les prochaines années, là, au niveau santé mentale, tant sur le plan social que sur le plan judiciaire, ça va être un dossier qui va encore beaucoup évoluer parce que, comme je l'ai dit, bientôt, nos pénitenciers fédéraux, la majorité des gens qui sont hébergés là vont souffrir de santé mentale. Il faut trouver des alternatives. C'est aussi une de mes grandes préoccupations. Merci. Merci, M. Boisvenu. Et dans un dernier temps, moi-même, j'en avais jamais vu. Je vais vous donner un micro. Moi-même, j'en avais jamais vu d'analyse. Ça ressemble à quoi? On va vous donner 2 cas très concrets d'analyse faite par le Dr Chamberlain avec Louise-Marie Lacombe également, qui l'accompagne. Je vous les laisse. Juste, est-ce qu'on m'entend? Oui? Non? Juste avant, je vais laisser peut-être Gilles, parce que j'ai vu qu'il prenait beaucoup de notes lorsque Monsieur le sénateur était en train de parler. Je vous jure que c'est un vrai médecin, parce que j'essaye de regarder, puis je ne suis pas capable de lire ce qu'il a écrit. Mais il y en a eu beaucoup. Alors, je vais lui laisser peut-être répondre à certaines choses ou amener des points supplémentaires qui pourraient nous éclairer un peu plus. Bien, merci. Tout à fait d'accord avec tout ce qui est amené. On ne peut pas être d'accord. C'est des statistiques, c'est des faits, donc tout à fait. Puis peut-être même en rajouter sur certaines choses. Il y a eu des différences aussi à d'autres niveaux. On a beaucoup plus de personnes qui sont considérées comme délinquants dangereux qu'on en avait avant. C'est plus demandé. On a un chiffre qui augmente beaucoup à ce niveau-là. Et ce n'est pas une mauvaise chose parce qu'il y a des gens qui sont délinquants qu'on va effectivement envoyer en prison et s'ils refusent des traitements, ils ne les auront pas. Donc, quand ils vont sortir, ces gens-là, ils vont être au même point qu'ils étaient en rentrant. Et c'est ces gens-là spécifiquement qui peuvent être encore très dangereux et techniquement, ils pourraient comme avoir payé leur dette à la société et pas de compte à rendre. Donc, de demander des délinquants dangereux, il y en a plus, c'est quand même quelque chose qui est utile. L'autre chose aussi qui est utile, c'est qu'on a un tribunal maintenant spécialisé pour les cas de santé mentale à Montréal qui fait un très, très bon travail, qui est capable d'encadrer justement les gens qui sont dans une espèce de porte tournante, qui font des crimes qui ne sont pas trop graves, mais qui peuvent finir par en faire un très grave éventuellement. Donc, ils sont identifiés, sont connus et ça permet de désengorger les tribunaux aussi et d'avoir des gens qui deviennent un peu experts, autant au niveau des avocats qu'au niveau des juges, de composer avec cette clientèle-là. L'autre point que je voulais souligner, oui, effectivement, l'autre point qui est quand même à souligner, c'est qu'on a une approche, on parle souvent de statistiques du Québec par rapport au reste du Canada, mais au Québec, c'est vrai qu'on a des règles particulières quand on veut intervenir sur les gens avant qu'ils soient dangereux. En fait, on ne peut pas. Dans les autres provinces, il y a une certaine ouverture pour intervenir sur des gens quand ils ne sont pas bien, ils ne sont pas capables de demander de l'aide d'eux-mêmes. On peut les forcer à se faire évaluer.
Ici, au Québec, on attend qu'il soit dangereux. Et ça fait des années que je dis que ça n'a aucun bon sens. Tout est basé sur ça. Un agent de la paix ne peut pas amener quelqu'un dans une urgence, à moins qu'il y ait un danger grave et immédiat. Une famille ne peut pas demander que quelqu'un soit évalué s'il ne présente pas au moins un danger. Donc, on attend que les gens soient dangereux. Et bon an, mal an, en moyenne, il y a une personne qui va tuer quelqu'un à cause d'une maladie mentale qui aurait pu être évitée ou des proches avaient dit il y a quelque chose qui se prépare, mais on n'avait pas assez de faits concrets pour pouvoir demander une évaluation, faire quelque chose. Donc, d'avoir comme critère la dangerosité, oui, on protège la liberté des individus, mais en même temps, il faut être conscient que parfois, le premier geste de danger, c'est un geste grave. Et ça, effectivement, c'est des législations provinciales qui sont faites comme ça. Ça fait le tour. Merci. Alors, on vous a passé 2 expertises psychiatriques. Il y a quelques années, j'ai couvert le premier procès Turcotte, que tout le monde connaît évidemment, et je me suis rendu compte à quel point, à ce moment-là, l'article 16 avait été complètement, très souvent mal compris et dans la société en général. Et une chose que je veux dire, par contre, avant de commencer, qui est très importante, c'est que je pense qu'ici, vous avez vécu à peu près les pires choses qu'un être humain peut vivre dans sa vie et que même si toutes les expertises allaient de votre côté, que ce soit complètement à votre avantage, il est clair, en tout cas dans ma tête et dans mon cœur à moi, qu'il n'y aura jamais une vraie justice pour vous, parce que la seule justice aurait été que la personne soit encore ici. Alors ça, je pense qu'il faut savoir que nous, les journalistes, les auteurs, les psychiatres, tous les intervenants, on est très, très, très au courant de ça. Ceci dit, une des problématiques que je voyais suite à ce fameux procès-là, c'est que l'article 16 était très mal compris et que je vous dirais qu'en général, les expertises psychiatriques étaient très mal comprises. Alors, dans un premier temps, on vous a passé ici 2 expertises, et 2 expertises qui sont peut-être justement aux antipodes. La première, que Christine connaît très bien, c'est l'expertise de Jean-Paul Gerbet. On se souvient que Jean-Paul Gerbet essayait de faire croire, entre autres, à la dissociation. On a à ce moment-là les éléments dans l'expertise qui font en sorte que, justement, on a peut-être, rendu en cours, on a peut-être commencé à douter. Comme Gilles disait tout à l'heure, lui ne peut pas dire que Gerbet mentait. Mais en tout cas, en arrivant avec des faits très probants, bien évidemment, le système de justice est arrivé à quelque chose de tout à fait différent. J'aimerais vous parler aussi de d'autres cas. On a mis plusieurs cas ici dans le livre Expertise. Si vous venez venir le consulter, vous êtes vraiment bienvenus. Encore une fois, ce n'est pas pour le vendre, c'est pour vous dire simplement qu'il est là. On se rend compte que très souvent, les victimes, et on en parlait hier, Christine et moi, il y a une très grande méconnaissance, évidemment, du système judiciaire, et tant mieux si on n'est pas rendu là toutes les semaines. Mais en quelque part, c'est important, ça serait peut-être important, effectivement, d'avoir des intervenants pour pouvoir démystifier un peu tout ça. À travers les expertises, c'est ce qu'on a essayé de faire dans le livre. Il y a des gens qui disent, peu importe la maladie, s'il arrive quelque chose, il faut incarcérer ou quoi que ce soit. Personnellement, je ne suis pas de cette pensée-là, parce que j'ai essayé de vous amener aussi un cas, et vous verrez ici, sur ce cas-ci, on a complètement enlevé le nom de la personne. Okay? Pourquoi? Oui, c'est quelque chose de public. Oui, si vous faites des recherches, éventuellement, vous allez pouvoir trouver le nom. Mais dans le livre, on a essayé d'enlever le nom des gens qui étaient réellement malades et qui ne pouvaient pas faire la différence entre le bien, le mal, ou dont la maladie avait tellement pris une emprise que même si aujourd'hui, ils ont passé à travers les filets ils ont passé à travers Pinel et tout ça, et qui sont revenus en société, en quelque part, je trouvais que c'était peut-être les stigmatiser que de faire différentes conférences avec leur nom. Alors ici, on a vraiment 2 cas, comme je disais, aux antipodes. Un qui, dans le fond, tente de faire croire à la dissociation, ce que la Cour n'a pas retenu. Et l'autre ici, qui, pour moi, est absolument
crève-cœur. Et je vous fais un petit résumé vite, et après, probablement que Gilles va pouvoir vous expliquer la maladie plus que je ne le pourrais moi-même, évidemment. Alors, on a le cas ici d'un homme dans le livre qu'on appelle Thomas. Thomas est un ancien policier, un monsieur qui est marié avec une scientifique de haut niveau qui fait un post-doctorat, je crois. Et il a 3 enfants, un excellent père de famille qui est toujours subvenu aux besoins de sa famille et qui adore ses enfants. Thomas va souffrir à un moment donné dans sa vie d'un délire. Or, bizarrement, la maladie mentale, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on peut voir à chaque fois. Je suis parfaitement d'accord avec M. Brochu ce matin. Moi, je suis une ex-paramédic. Et oui, il y a des cas sur lesquels on arrive des fois et ça nous prend 2 secondes pour voir qu'effectivement, il y a une très, très forte possibilité de santé mentale et une perte de contact avec la réalité. Il y a d'autres conditions qui font en sorte que ces gens-là vont être comme vous et moi dans la vie, sauf sur un détail très particulier. Et dans le cas de Thomas, il avait fait un délire parce que quelques années auparavant, il avait eu recours à au service d'une prostituée. Et quelques années plus tard, ça commence à germer dans sa tête que, peut-être qu'il a le sida. Il se marie. Peut-être qu'il l'a passé à sa femme. Peut-être qu'il l'a passé à ses enfants. Et ça en devient une véritable obsession. On peut dire que c'est vraiment une obsession, mais dans tout le reste de sa vie, tout est beau. À un moment donné, la vie étant ce qu'elle est, il y a un drame qui est survenu. Sa conjointe est hospitalisée, okay? Et on fait une chirurgie qui va vraiment pas bien. On doit la laisser carrément ouverte, on doit laisser le corps ouvert pour faire en sorte de pouvoir enlever l'infection, etc., etc. On ne peut même plus, de toute façon, recoudre parce que l'édème est beaucoup trop gros. Et dans la tête de Thomas, tout à coup, le déclic se fait. Mais c'est ça. Elle est sidéenne. Personne ne veut me le dire. Et pour lui, c'est comme, là, si ça vient d'arriver à ma femme, mes 3 enfants, c'est une question de semaine. OK? Alors, vous voyez cette logique-là tout à fait tordue d'un individu qui, autrement, peut très, 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 très bien fonctionner dans la société. Okay? Et effectivement, Thomas, malheureusement, a commis l'irréparable. Il a tué ses 3 enfants durant la nuit. La maman est décédée le lendemain du meurtre, donc n'a jamais été au courant seulement du décès de ses enfants. Vous pouvez imaginer à quel point, pour des gens comme ça, lorsqu'on essaie de les faire sortir du délire, c'est toute une chose lorsqu'ils en sont sortis. Et si je me souviens bien, Thomas est resté à Pinel beaucoup plus longtemps pour la dépression lorsqu'il a été mis au courant, finalement, lorsqu'il a réalisé que son acte était absolument pour rien, okay? Que c'était à cause d'un délire. Alors, c'est sûr qu'il y a des tendances, il y a des nuances à faire, je pense, dans les expertises psychiatriques. Et j'aimerais tout à l'heure que Gilles nous explique un peu aussi le processus. Ce n'est pas vrai que ce sont toujours des débats d'experts à n'en plus finir. C'est faux. Il faut voir que, malheureusement, dans vos vies, vous êtes probablement arrivés aussi aux situations qui se prêtent le plus à ça parce que on se cachera pas la vérité, vous avez vécu les situations les plus graves. Vis-à-vis Thomas? Oui, mais à ce moment-là, oui, vous avez parfaitement raison. Non, attention, je pense que le pire sentiment qu'on peut avoir vis-à-vis d'un individu, c'est effectivement de la pitié. Par contre, je pense que scientifiquement, il faut pouvoir faire les diagnostics. Pourquoi? Ça serait très facile de dire, c'est pas grave, on le laisse à Pinel pendant 25 ans. Et j'ai été la première à poser la question à Gilles. Je lui ai dit, mais oui, mais pourquoi on le sort de son délire? On le laisse là, il sait tout. Et Gilles a eu la meilleure réponse que j'ai jamais entendue. Il m'a dit, écoute, si le délire est arrivé jusqu'au meurtre, si on ne le guérit pas, la menace est encore là. Donc, non seulement pour protéger la personne, mais pour protéger aussi la société. Évidemment, lorsque Thomas réalise ce qu'il a fait, il est resté à Pinel beaucoup plus longtemps pour la dépression et tout ça.
Alors, je veux juste voir ici, je n'essaie pas de dire que il faut absolument protéger tout le monde, il faut absolument... je pense que pour rester dans une situation d'analyse, il est important de voir d'un côté, il est important de voir l'autre, et il est important aussi de voir tout ce qu'il y a au milieu. Ceci dit, je suis complètement d'accord avec Christine lorsqu'elle dit « Oui, mais nous, on arrive là, contre notre gré. » Je pense qu'il n'y a personne d'entre vous ici qui est arrivé en cours de son plein gré et youpi, on commence. Ce n'est pas ça qui est arrivé. On vous a arraché des gens dans vos vies. C'est très différent. Mais par contre, effectivement, je pense que l'accompagnement vis-à-vis les proches de victimes devrait probablement être revu. Je pense qu'il faut revoir un petit peu, ne serait-ce que justement expliquer ce qui se passe dans le système judiciaire avant d'arriver en cours, expliquer ce qu'est une expertise et une contre-expertise avant d'arriver en cours. Et ça, je me pose vraiment la question à savoir si on a atteint ces objectifs-là. Personnellement, je pense que non. Personnellement, je pense que malgré les efforts qui ont été faits, bon, on sait, il y a des efforts extraordinaires de la CAVAC, il y a des efforts extraordinaires de l'AFPAD et tout ça. Ça, je ne le nie pas. Par contre, est-ce qu'il pourrait avoir une prise en charge un peu plus systématique pour mieux informer, mieux vous préparer, mieux préparer les proches des victimes? Moi, personnellement, je pense que oui. Alors, j'en suis un petit peu là. J'espère vraiment que, pour la plupart d'entre vous, j'espère que les expertises ont pu aussi aider. Ça a été le cas avec Christine, j'en suis fort aise. Okay? Et c'est sûr qu'on ne peut pas non plus empêcher d'avoir les deux côtés, d'amener des arguments, ne serait-ce que pour montrer que certains arguments sont faux. Et j'ai un petit peu de difficulté j'aurais de la difficulté personnellement avec un seul psychiatre. Okay? Un seul expert, même s'il est neutre. Parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que cette expertise-là, qu'elle aille d'un côté ou de l'autre, ne peut pas être testée. Alors, est-ce qu'on va trouver toutes les solutions aujourd'hui? Sûrement pas, mais j'espère simplement vous avoir amené peut-être sur une autre piste de réflexion qui sera un petit peu plus nuancée parce que vous êtes allé sur le côté très difficile des choses et je le comprends. Et j'aimerais peut-être justement que Gilles nous explique un petit peu qu'est-ce qui se passe, parce que le combat des titans, il n'est pas toujours là. Okay? Malheureusement, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas de statistiques. J'aimerais beaucoup qu'on puisse peut-être s'attarder sur la question et en avoir. Mais j'aimerais aussi que Gilles vous explique un petit peu qui fait les expertises et comment ces gens-là sont choisis, entre parenthèses. Ça fait beaucoup de questions. La première, je ne sais pas comment je peux répondre, la première, c'est que la très grande majorité des expertises, je le répète, sont faites à la demande de la Cour par un expert unique. La très grande majorité à Pinel et la très grande majorité ne sont pas contestées. On m'a demandé parfois, par exemple, comme la Couronne m'a demandé, quand une expertise tombait, d'en faire une contre-expertise pour m'assurer qu'effectivement, est-ce que l'expertise, même demandée par la Cour, elle est acceptable ou il y a eu des errements de la part de l'expert. Et souvent, dans ces cas-là, je confirmais que l'expert avait bien fait son travail. Et c'était utile d'avoir un expert unique demandé par la Cour, mais d'avoir quand même la possibilité de demander dans un deuxième temps à quelqu'un de reviser cette expertise-là. Première des choses. Deuxième des choses, les gens disent souvent... Comment ça se fait que vous pouvez arriver à une opinion en ayant vu quelqu'un seulement 3 heures? Mais je vous ferai remarquer que vous allez dire que c'est de la psychiatrie, là, mais si vous allez voir un médecin puis qu'après vous avoir évalué pendant 3 heures, il n'est pas capable d'avoir au moins une idée du diagnostic de ce dont vous souffrez, c'est sûr que vous ne serez pas content. C'est simplement pour dire que les psychiatres aussi, on a nos cas qui sont assez clairs. Quand quelqu'un est un délinquant, quand quelqu'un est un pervers, je vous garantis qu'au bout d'une demi-heure, on s'en rend compte. Quand quelqu'un a une vraie psychose authentique, puis on a la chance de le voir pendant qu'il est encore souffrant, c'est assez facile aussi. C'est vrai que le problème des expertises, on les fait souvent des mois, parfois des années après le délit. Ce qui fait que la personne qu'on a devant nous, ce n'est pas celle qui était là au moment du délit et on ne tire pas beaucoup d'informations de l'examen qu'on a de la personne devant nous. À ce moment-là, il faut se fier sur l'information collatérale qui sont dans les dossiers. J'ai même envie de dire, la personne qu'on voit devant nous, elle ne nous apprend absolument rien sur l'état dans lequel elle pouvait être 2-3 ans avant. Fait que là, on se fie aux dossiers. C'est tout le travail qu'on fait en analysant les dossiers, en faisant
des suggestions qui va être important. Et c'est là que je disais aussi au début que ça dépend de la qualité de l'information dans les dossiers. Et souvent, les informations sont contradictoires. Comme on l'avait dit cet avant-midi, les informations peuvent changer au fil du temps. Et c'est là que ça devient important parce qu'il y a des experts qui vont aller chercher juste l'information qui fait leur affaire. Ils vont se construire quelque chose avec ça pour arriver à une conclusion. Une expertise bien faite va aller chercher l'ensemble des informations, montrer les zones d'ombre qui ne cadrent pas avec notre théorie, expliquer pourquoi ça peut exister. Donc, surtout pas aller commencer à sélectionner l'information. Et l'autre chose, c'est qu'il y a une démarche dans une expertise, une démarche rigoureuse. Il faut tenir compte de toutes les informations qu'on a, tous les dossiers antérieurs, toute la preuve disponible. Il y a une démarche pour tenir compte de tout ça et après ça, une façon de l'analyser. Si dans l'expertise qui est devant nous, on n'a pas ça, mais c'est assez facile de la critiquer. Dans les deux qui vous ont été fournis, c'est celles-là qui ont été choisies. Ce n'est pas moi qui les ai choisies, mais il y en a une qui a été choisie pour montrer quand quelqu'un est responsable, c'est quoi la démarche pour arriver au fait de dire que la maladie mentale n'est pas là. C'est la personnalité qui fait que cet individu est comme ça. Il n'y a rien à traiter à ce niveau-là, à part les thérapies qu'il faut que l'individu s'implique lui-même, puis souvent, il n'y a pas l'intérêt à le faire. Versus une autre pour montrer comment quelqu'un peut être vraiment non responsable et tout le monde va être d'accord, tous les psychiatres qui l'ont vu, l'évolution. Et je comprends la réaction, c'est parce qu'il faut voir que dans l'expertise de cet individu-là, on ne peut pas donner tous les détails, là, mais il y a une différence entre une pseudo-tentative suicidaire après pour faire croire qu'on est souffrant versus quelqu'un qui se poignarde jusqu'à temps qu'il tombe ensanglanté puis c'est la police qui le ramène. Il y a juste le geste suicidaire après démontre vraiment l'intention de mourir de quelqu'un. Fait que si quelqu'un veut vraiment se suicider puis que c'est une chance qu'on l'a réanimé par après, mais là, on peut présumer que le geste suicidaire était authentique. C'est des détails comme ça, mais qui peuvent faire toute la différence dans une expertise. Vous avez été d'une concision incroyable. Moi, je pensais qu'on déborderait. Tout le monde a respecté son temps. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions à nos différents panélistes? Oui. Moi, ce qui m'intrigue, c'est un peu la non-responsabilité criminelle. Là, je suis trop proche? OK. Moi, je voulais savoir, vous dites que si la personne est non responsable, c'est la maladie mentale. C'est ça, ou il est délinquant, dangereux ou pervers. C'est pas une maladie, ça non plus, le pervers et la délinquance? C'est ce que je disais ce matin, effectivement. Si quelqu'un commet un crime grave, par définition, il y a un problème. Il y a un problème à quelque part. Mais il y a une différence entre une façon de penser qui amène un individu à vouloir quelque chose, à le vouloir et à mettre tout en action pour réussir à arriver à ses fins. Même le tueur à gages, tant qu'à moi, il y a un problème de santé mentale. Là. Mépriser la vie humaine. Mais on sait très bien qu'un tueur à gages va le faire de façon réfléchie, va préparer son coup et c'est à peu près pas traitable. C'est dans sa personnalité. Ça va être très difficile d'inculquer à cette personne-là un respect non seulement pour la vie humaine, mais pour quoi que ce soit quand on a une personnalité comme ça. Et si on s'aperçoit qu'on a quelqu'un comme ça devant nous, ça peut être assez rapide à diagnostiquer. Et ça peut être assez rapide pour éliminer toutes les tentatives de simuler des choses chez ces individus-là. Et je le répète, oui, il faut être foncièrement tordu pour faire des crimes comme ceux-là, mais ces gens-là savent ce qu'ils font, comprennent ce qu'ils font et savent que c'est mal. Donc, c'est assez rapide de les classer puis de dire il n'y a pas de maladie mentale dans ce dossier-là. On parle de méchanceté. Et ces gens-là, c'est même presque une perte de temps de les traiter. Il y a des études qui montrent que les antisociaux qui font des thérapies apprennent quoi dire, apprennent ce qui va toucher les gens, apprennent comment mieux manipuler le système et qui finissent des meilleurs antisociaux après les thérapies. Fait qu'il faut faire attention aussi. Il y a des gens qui manifestement nécessitent d'être aidés quand ils ont commis des crimes où ils n'étaient vraiment pas là. Il y a des mères qui ont tué leurs enfants, qui n'étaient vraiment pas là, qui reviennent dans la réalité. Il faut les traiter pendant des années pour essayer de les empêcher de se suicider quand ils réalisent ça. Fait que, effectivement, des fois, ce n'est pas si facile que ça. J'ai dit en 3 heures, on peut le faire, mais des fois, ça nécessite des hospitalisations pendant des semaines avec une équipe qui va permettre de déterminer vraiment où est-ce qu'on en est. Mais on peut le faire parfois rapidement. Des fois, ça peut prendre plus de temps.
Puis, qu'est-ce qui empêche de donner la même sentence qu'une personne qui est en prison, le même nombre mais sauf qu'il va être traité? Parce que là, on parle des fois, si j'ai bien compris, de 3 ans, là. Là, je ne sais pas les statistiques qu'on a sorties. 3 ans en moyenne pour des gens qui sont non responsables. Je ne sais pas si c'est juste pour les cas de meurtre ou c'est tous les cas, mais je peux vous dire que oui, pour les gens qui ont commis un meurtre, dans la majorité des cas, la très grande majorité des cas, ils vont être détenus à l'hôpital moins longtemps qu'ils seraient détenus en prison. Mais pour les autres sortes de crimes, les gens vont être détenus à l'hôpital beaucoup, beaucoup plus longtemps que parfois ils ne seraient même pas allés en prison. Il y a des gens qu'on va garder à Pinel 2-3 ans pour une vitre cassée ou pour des menaces là, sur la famille, pas parce qu'on s'est rendu compte qu'ils étaient extrêmement dangereux et qu'on ne peut pas les laisser sortir, que c'est une chance qu'on les a attrapés à ce moment-là. Et ces gens-là vont rester beaucoup plus... Ils ne seraient même pas allés en prison. Puis là, ils vont être détenus pendant des années le temps qu'on les traite. Fait que c'est pour ça que je dis que oui, pour les crimes graves, on peut avoir l'impression que les gens, entre guillemets, sortent bien. Mais pour les crimes moins graves, là, tous ceux qu'on a de plus au Québec, là, dites-vous qu'ils restent bien plus longtemps détenus que s'ils avaient été arrêtés ailleurs. Ça, c'est sûr pour les crimes pas graves. Pour ce qui est aussi de mettre une date fixe, mettons qu'on se dit minimum de je ne sais pas combien d'années si jamais ils ont commis un meurtre. Là, c'est une question de société. Quelqu'un qui n'a rien à gagner à rester là, quelqu'un qui regrette son geste sincèrement, quelqu'un qui ne le referait pas, puis a appris de tout ça, qui a vraiment compris qu'il a besoin de prendre sa médication, qui a appris tout ça, on vient de voir combien ça coûte, ne serait-ce que pour ça, ça serait absurde. C'est des gens, il y en a, j'en ai vu, qui veulent sincèrement s'impliquer pour être des bons citoyens puis essayer de réparer ce qu'ils ont fait. Ça serait absurde de se priver de ça. Et ça ne leur envoie pas un message dissuasif pour dire la prochaine fois, fais attention. Oui, effectivement, il y a des patients qui arrêtent de prendre leur médication. Puis ça, c'est vrai que c'est un gros, gros, gros problème. Mais les gens qui ont vraiment compris puis qui vont faire attention, il y en a aussi. Garder inutilement ces gens-là, ça donne rien. Ça donne rien ni pour eux ni pour la société. C'est juste ça que... Merci beaucoup. J'aimerais juste amener peut-être 2 cas dont on avait déjà parlé, Gilles et moi. Gilles vous parlait d'un cas d'une personne qui avait brisé une vitre et qui est restée 10 ans à Pinel. J'aimerais amener aussi la responsabilité sociale et morale des gens dans le système judiciaire qui œuvrent auprès des délinquants, des criminels ou quoi que ce soit. Dans le cas de cette dame-là, l'avocat aurait pu dire « On plaide coupable, 50 $ d'amende, merci, au revoir ». L'avocat a eu assez de cœur et de tête pour dire « Oh, attends un petit peu, là, c'est pas grave ce qu'elle a fait, mais je vois que cette personne-là est très malade. » C'est à ce moment-là que l'avocat a demandé l'article 16. Ça a été accepté et cette personne-là, pour un carreau brisé, a fait 10 ans à Pinel parce qu'on savait que sinon, elle serait probablement allée tuer du monde. Alors ça, il ne faut pas non plus oublier que ça existe dans notre système. Et chapeau aux avocats qui ont la responsabilité morale pour aller vers cet article-là, parce que contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas un article qui peut juste aider les gens à s'en aller et à fuir le système. Dans ce cas-ci, c'est un article qui a prévenu probablement beaucoup de violences et peut-être même des meurtres. Alors ça, il faut lever notre chapeau aux avocats qui ont le courage de le faire, parce que c'est sur leurs clients, hein? Ça, il faut voir cette possibilité-là. L'autre cas que j'aurais aimé vous amener, c'est celui qu'on a appelé Mathilde. Mathilde est une femme qui fait un délire religieux. Elle entend Dieu lui parler. Okay? La Sainte Vierge lui parle, Dieu lui parle, et à un moment donné, son enfant, qui est devenu adulte maintenant, est hospitalisé, et elle a essayé d'aller tuer son enfant à l'hôpital. Okay? Et dans l'expertise du docteur Chamberlain, on a quand même, malgré le fait qu'il y ait maladie mentale, on est quand même venu à la conclusion que même si elle entendait des voix, étant donné qu'elle entendait des voix de Dieu et que Dieu lui dit « ne fais pas ça okay, », et qu'elle l'a fait quand même, elle était quand même criminellement responsable. Donc, ce n'est pas juste d'un côté. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de nuances à faire avec l'article 16. Et je pense que plus on lit sur ça, plus on va chercher, et allez les chercher les expertises en passant. Si ça vous intéresse, vous savez, vous pouvez aller chercher les expertises. Ce sont des pièces qui sont déposées, donc qui sont publiques.
Et ça vaut la peine, je pense, de faire l'exercice, d'aller en chercher quelques-uns pour vous faire peut-être, et je n'essaie pas de vous faire changer d'avis, là, OK? Vous allez garder les avis que vous voulez bien garder ou que vous voulez bien changer, mais ça serait peut-être intéressant d'aller voir les nuances. Ma question est pour Dr Chamberlain. Est-ce que vous diriez que les gens qui sont retrouvés non criminellement responsables, qui sont trouvés responsables, désolé, le contraire, sont souvent à l'axe 1, à l'axe 2, pas à l'axe 1, je voulais faire le contraire. Alors, les gens qui sont criminellement responsables sont à l'axe 2. Les troubles de personnalité sont souvent trouvés responsables de leurs gestes? Souvent. On ne peut pas en faire une règle, d'autant plus que le DSM-5 a enlevé les axes. Donc, théoriquement, on ne verra plus beaucoup axe 1, axe 2. Pour ceux qui sont moins familiers, l'axe 1, c'est de la maladie. C'est quelque chose qui va s'emparer d'un individu à un moment donné dans sa vie et qui va le changer. L'axe 2, c'est ce que l'individu est lui-même, à cause de ses gènes, la façon dont il a grandi, l'expérience qu'il a acquis. Et ça, je le comparais souvent à un arbre qui a poussé. Un arbre qui va aller chercher la lumière peut pousser croche. Nous, on le regarde, on voit qu'il est croche. Et cet individu-là, on a beau dire qu'il est devenu comme ça à cause de la misère qu'il a eue, le manque d'amour qu'il a eu, tout ça, ça n'empêche pas qu'il est comme ça. Et on ne peut pas le déresponsabiliser en expliquant et en comprenant pourquoi il est rendu comme ça. Et c'est aussi difficile de changer la personnalité d'un individu après 20 ans que de ramener droit un arbre qui a poussé pendant 20 ans d'un côté parce que la lumière était de ce côté-là. Et là, on parle de la personnalité fondamentale d'un individu. Quand on parle de la maladie, on parle de gens qui se développaient avec une certaine personnalité et tout à coup, la maladie est apparue dans leur vie et les a changés radicalement. Les proches ne les reconnaissent plus, les gens ne les reconnaissent plus. Eux-mêmes, une fois sortis de là, ne comprennent absolument pas ce qui a pu leur arriver. C'est complètement différent. Effectivement, là, si on caricature un peu l'axe 1 et l'axe 2, ce serait ça. Donc, si on se dit que pour commettre un crime, il faut être malade, mais là, c'est important de savoir, est-ce que c'est dans la personnalité de même d'un individu ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est emparé de lui, qui a fait faire ça malgré lui? Et même là, comme on le voyait, il y a même des gens, la maladie est un facteur, ça ne les rend pas non responsables pour autant. S'ils sont capables de comprendre ce qu'ils faisaient, de savoir que c'était mal, selon la loi, ils sont responsables indépendamment de la maladie qu'ils vont avoir. Alors, avez-vous un exemple d'un cas d'un axe 2, un trouble de personnalité qui a été trouvé qui n'a pas de maladie, qui a été trouvé non criminellement responsable? Constamment. Ah oui? Constamment. Qui a été trouvé non responsable? Oui. Oh, j'ai compris le contraire. Oui, c'est ça. Là, je fais le D'axe contraire. 2 qui a été trouvé non responsable? Non, j'en ai pas. OK. Merci. Non, j'en ai pas. Et c'est sûr qu'il y a des procès qui ont marqué le Québec. Là. Le système judiciaire veut tellement pas condamner un innocent, veut tellement donner de chance, veut tellement faire tout ça, qu'on en a des procès là, qu'on se dit « wow ». Mais si on regarde là, avec du recul, là, même Turcotte, justice a fini par être rendue. Ça a été long, ça a été pénible, tout le monde a souffert dans ce processus-là, mais à la fin, le système a quand même fonctionné, si on prend cet exemple-là. Alors, j'ai une question pour quelqu'un qui est un tueur à gages. OK? Pour quelqu'un qui est tueur à gages, puis maintenant, il demande réduction de sa peine. OK? Moi, je vais suivre le procès et puis tout ça. Est-ce que lui, il va avoir une expertise psychiatrique avant de faire la demande ou comment ça fonctionne juste? La question est bonne, ça rejoint un peu celle de tantôt. C'est sûr que le tueur à gages qui a fait un crime, la première chose que son avocat va essayer de faire, c'est de le faire acquitter. Dire que c'est pas lui qui était là, n'importe quoi. C'est pour ça que je disais que les avocats de la défense vont penser à demander une défense de non-responsabilité seulement quand ils sont vraiment coincés. Quand les policiers ont fait un travail excellent, tout est là, ils vont presque avouer le crime. Ils vont dire « oui, je l'ai commis, c'est moi qui l'ai fait ». Et le travail de l'expert à ce moment-là, c'est de dire « bon, maintenant que tu l'as fait, explique-nous comment tu pensais quand tu l'as fait, à quoi tu pensais, qu'est-ce qui est arrivé ». Ce qui fait que les tueurs à gages vont rarement demander une expertise parce que c'est clair qu'on sait qu'il y a un contrat, ils se sont préparés, la seule motivation, c'était l'appât du gain, tout ça. Bien, ce qui explique ça, c'est que c'est des gens qui n'ont aucun respect pour la vie humaine. Il n'y a aucune maladie là-dedans. Quelquefois, j'ai eu à en évaluer et ça finit là très, très, très vite. Donc, si l'avocat est mal pris, il peut essayer de se trouver un psychiatre pour expertiser un tueur à gages, mais je vois difficilement comment quelqu'un pourrait venir trouver une maladie
à ces gens-là pour dire qu'ils ne savaient pas que c'était mal et qu'ils ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient. OK, mais comme il demande réduction de la peine, est-ce qu'il y a une expertise qui va être avant ça pour dire que, OK, on peut le dire qu'après 17 ans, au lieu de 25, il va être libre d'en vivre dans la société, Là. puis quelqu'un va signer ce papier-là, et puis si jamais il tue quelqu'un d'autre, est-ce qu'on peut revenir sur le diagnostic de la personne qui l'a libéré? C'est ça que j'ai compris. Là, on est beaucoup plus dans un deuxième temps. Une fois que la personne a été sentencée, a eu sa sentence et réclame de pouvoir être libérée avant, là, il y a quand même des évaluations qui sont faites par des gens régulièrement en détention pour voir quelle est l'évolution de cette personne-là pendant sa détention. Et le commentaire était très, très pertinent parce qu'avant ça, ce qu'on regardait, c'est l'évolution de cette personne-là. Là, on regarde aussi est-ce que la société demeure en danger. Le danger que cette personne-là va représenter pour la société est un peu plus pris en compte. Et c'est là que je disais que ces gens-là, s'ils ont suivi des thérapies, bien, ils apprennent quoi dire, ils apprennent ce que les gens veulent entendre, ils apprennent. Et c'est vrai qu'on n'est pas parfait, on peut s'en faire passer. Et les antisociaux sont particulièrement bons pour mentir sans être stressés. Nous, on ment, on vient rouge, mais un vrai psychopathe va mentir sans aucun stress. Même un détecteur de mensonges ne réagira pas. Donc oui, il faut être particulièrement prudent avec ces gens-là. OK, merci. Bonjour, ma question est pour Dr Chamberlain. J'imagine que... Pardon? Ah. Je vais le manger, mais je ne ferai pas comme à la disque. Docteur Chamberlain, j'ai une grande confiance en vous et je vous connais depuis de nombreuses années et je vous suis, même si vous ne le savez pas. Alors, ma question, c'est, avez-vous déjà pris connaissance de l'article, l'excellent article du docteur Coton suite au processus judiciaire de Turcotte? Est-ce que vous avez eu l'occasion de lire l'article, ce qui était médiatique, donc c'était public, là? Ça serait difficile de passer à côté de cet article-là. Oui, je l'ai trouvé excellent. Je pense qu'il a été publié partout. Alors, j'aimerais avoir votre opinion, si vous êtes en mesure de nous l'exprimer. Oui. Il y a une chose, c'est que l'article est peut-être paru un petit peu trop rapidement. Ça avait fait du bruit à plusieurs niveaux. Premièrement, par la justesse du propos, mais d'un autre côté, par le fait qu'en étant publié à ce moment-là du procès, il y avait quand même un risque d'influencer le procès lui-même. Donc, oui, elle a eu l'appui de la très, très grande majorité des psychiatres au Québec, mais elle a eu un petit avertissement faut quand même faire attention de garder nos opinions pour ne pas influencer un procès en cours, parce que des fois, il y a des choses qu'on aurait envie de crier, mais on ne peut pas. Là, il y a un processus qu'il faut respecter. Donc, le duo de maître Poupard a réagi à ça, là? Oui, effectivement. Ouais. C'est souvent le cas quand le fond est exact, on regarde la forme. Oui. Bien, merci beaucoup. Je voulais vous entendre là-dessus. Docteur Chamberlain, je voulais savoir, tout à l'heure, vous avez parlé de personnes qui sont rendues adultes puis qui ont des problèmes mentaux, qui ne veulent pas prendre leurs médicaments, qui sont soit violents, qui veulent faire mal aux autres. Puis, vous avez dit que c'est difficile de les comment dire, que la société les prenne en charge autant médicale que psychiatrique, tout ça. Mais les gens, leur environnement, leur famille qui sont pris avec ça, ils n'ont aucun recours. Zéro. J'ai à peu près un téléphone par semaine d'une famille désespérée qui disent mon fils, mon frère a arrêté sa médication, on voit les symptômes réapparaître, on le revoit glisser. On va réassister aux mêmes problèmes qu'on a eus. S'ils réussissent des fois à l'amener à l'urgence, ils vont dire le médecin l'a laissé partir. Je le répète, le balancier est du côté des droits et libertés. On ne peut pas forcer quelqu'un à se faire évaluer s'il ne le veut pas. Non. Et on a mis la seule exception, c'est d'être capable de démontrer qu'il y a un danger. Et ça prend un danger grave et immédiat. Ça prend quelqu'un qui est debout sur le pont, qui menace de se jeter en bas pour que des agents de la paix puissent l'amener à l'urgence. Il y a une exception. Si les familles vont chercher une ordonnance d'évaluation, il faut quand même qu'ils démontrent un danger. Et là, moi, j'ai assisté à des horreurs. Parce que
Là, c'est comme si les membres de la famille étaient contre le patient. Oui. C'est comme si le père était contre son fils. Parce que c'est comme ça en cours. Là. Et là, le fils devient enragé contre le membre de la famille qui a fait ça pour lui venir en aide. Là. Et ça peut durer. Ce qui fait que les gens n'osent pas le demander. Je ne vous parle pas des frais, là, parce que c'est toujours minimum une journée de perdu. Il faut consulter un avocat. En moyenne, ça va être 1 000 $ pour ça. Mais le drame n'est pas là. Le drame, c'est que comme c'est un système adversariel, bien, c'est comme si la personne qui va le demander est contre cette personne-là. Et souvent, quand ça fonctionne, ça peut prendre des semaines, des mois avant que la personne qui va recevoir les soins devienne assez bien pour réaliser que la personne qui a été chercher cette ordonnance-là l'a fait parce qu'elle l'aime, justement pas parce qu'elle la déteste. Il y a quelqu'un qui l'aime assez pour prendre ça sur ses épaules et aller le chercher. Ce qui fait que ces procédures-là sont tellement de bout de ligne qu'habituellement, quand c'est rendu devant le juge, bien, ils sont acceptés à peu près à 98 % à cause de toutes les embûches qu'on a. Et là, on a des groupes de défense des droits et patients qui vont dire que les juges sont des rubber stamps parce qu'à 98 % ils regardent même. C'est pas parce que les juges accordent ça n'importe comment, c'est parce que le processus est tellement lourd, complexe, que les gens qui se rendent jusqu'au bout, c'est sûr que c'est valide, c'est sûr que c'est bien fait. Mais en ce moment, c'est ça. Mais en attendant, il n'y a rien. Là. Il n'y a rien. On est obligé de dire aux familles, écoutez, la manière que la loi est faite, si vous n'êtes pas capable de démontrer un danger, vous ne pouvez rien faire. Okay. On attend qu'il y ait un danger. Et une fois par mois, en moyenne, le danger, c'est un meurtre. Oui, la première manifestation, c'est ça. Et ça fait des années que j'essaie d'expliquer qu'on devrait avoir un autre critère comme il y en a ailleurs. Si une personne est souffrante, malade, et que la maladie fait en sorte que d'elle-même, elle ne s'en rend pas compte et ne peut pas demander de l'aide pour elle-même, on pourrait-tu ajouter ce critère-là? Pas pour l'enfermer, juste pour la faire évaluer. Ce n'est pas si privatif de liberté, 24 heures pour une évaluation. Et de là, si on se rend compte qu'elle en a besoin, mais on peut ouvrir la cascade. Mais là, la porte ne s'ouvre pas si quelqu'un ne veut pas se faire évaluer tant qu'il n'y a pas un danger. C'est comme ça que la loi est faite. Qui peut changer ça? Mon Dieu, j'ai participé beaucoup avec des groupes de familles et amis, des malades, des patients souffrant de maladies mentales. Je me suis rendu à Québec, j'ai essayé de l'expliquer qu'il y a une espèce d'hypocrisie dans ça. On dit que le patient ne demande pas de soins, on respecte son droit, et pendant ce temps-là, il y a un paquet de monde qui n'ont pas de soins sous prétexte qu'ils ne l'ont pas demandé. Mais ils ne l'ont pas demandé parce qu'ils ne sont pas capables quand ils sont rendus dans cet état-là. Bien, merci. Oui. Comment? Moi, j'avais une question. J'ai rencontré à plusieurs reprises le docteur Delorme que vous devez connaître. Et effectivement, le lobbying des gens qui défendent les droits des personnes atteintes de maladies mentales est très fort et antagonise beaucoup, entre autres la FAPAM qui travaille. Puis ça, il y a quelque chose de malsain là-dedans. Là. Mais juste, j'avais une question à vous poser, mais avant de vous la poser, je voulais faire un court portrait. 95 % des gens qui souffrent de santé mentale n'ont aucune problématique au niveau sécuritaire. Ça, il faut se dire ça. Il y a 5 % qui est dangereux. 50 % ont des antécédents criminels, ceux qui se font juger. Donc, le taux de récidive est très élevé, très coûteux pour le système de justice. 87 % sont des hommes par rapport aux criminels d'habitude, c'est 73 %. Donc, on voit, c'est vraiment les hommes qui sont la problématique dans ce système-là. Moyenne d'âge, 34 ans. C'est des jeunes, ce n'est pas des gens là, qui sont vieux. Et la majorité souffre de schizophrénie. Donc, ma question pour vous, docteur, c'est que la Cour suprême, elle l'a rappelé dans le cas de Turcotte, lorsqu'il a voulu avoir un nouveau procès, que l'auto-intoxication n'est plus un motif de plaidoirie de non-responsabilité criminelle. Dans les cas de patients où on a un diagnostic qui est fait par un psychiatre, suivi par un médecin, qui volontairement abandonne sa médicamentation, qui volontairement va consommer, pourquoi il n'y a pas une forme de responsabilisation de ces patients-là, d'assumer ce geste-là, d'arrêter de prendre le médicament, sachant bien qu'ils vont retomber, parce que souvent, l'arrêt de médicaments, ce n'est pas la première fois. Ça va être d'habitude 2, 3 et à la 4e fois, ils deviennent vraiment dangereux. Pourquoi on ne responsabilise pas ces gens-là? Je peux vous assurer d'une chose, c'est qu'à Pinel, nos patients, on ne fait que ça, les responsabiliser là-dessus. Et tous nos rapports sont faits que si un patient veut arrêter sa médication, il ne mérite pas de sortir. Il ne devrait pas sortir. Mais vous le savez, le critère, ce n'est pas seulement celui-là. J'ai des
des décisions de tribunaux qui ont sorti des patients que moi, je considérais dangereux pour les retourner. C'est une question de temps. On les connaît, nos patients, là. On sait qu'un patient qui est libéré contre avis médical, c'est en mois que ça se compte avant qu'il revienne. On les suit à la trace, puis on espère détecter la moindre petite affaire qui va nous permettre de les rentrer le plus vite possible avant que ça soit des grosses affaires. Mais effectivement, les patients ne sont pas responsabilisés face à ça suffisamment. Pour ce qui est de la consommation, par contre, ce que la Cour d'appel, elle a simplement rappelé ce que les gens avaient oublié. C'est l'article 33 du Code criminel qui dit qu'une auto-intoxication à quoi que ce soit ne pourra jamais servir de défense. Et les gens l'avaient comme perdu de vue, quelque chose d'aussi évident que ça. Et nos patients, on leur dit, si jamais tu redeviens malade parce que tu as consommé, c'est plus à Pinel que tu t'en vas, c'est directement en détention. Fait qu'on essaie de les responsabiliser le plus possible, mais il y en a qui sont libérés quand même. Si je peux me permettre aussi, avant ma carrière de journaliste, j'ai fait celle d'ambulancière et on a été confrontés très, très, très souvent avec ce genre de problématique-là. Et une des problématiques, je pense, et vous l'avez déjà soulevé, malheureusement, ces gens-là, très souvent, lorsque les gens souffrent de maladies mentales, ils sont souvent isolés socialement. Et c'est beaucoup plus facile pour une personne qui n'a pas de ressources ou qui n'a pas d'encadrement ou qui n'a pas peut-être les proches alentours suffisants de dire « Ah ben là, je vais tellement bien, j'arrête ma médication. » Et ça, on le voyait à chaque semaine. Okay? Donc, peut-être qu'effectivement, moi, je déplore beaucoup qu'il n'y ait pas d'espèce de ressources tampons. J'ai vu beaucoup d'itinérants. Effectivement, je pense que 80% souffraient de problèmes de santé mentale et ce sont des gens qui s'isolent. On parle des itinérants même comme étant une forme de disparition. Hein? Ils s'isolent de la société. Est-ce qu'il faudrait mettre en place des espèces de systèmes tampons ou est-ce qu'au lieu de se retrouver dans la rue, on a des appartements supervisés, puis un intervenant qui vient voir la personne le soir si ça ne file pas, puis lui dit « Hey, as-tu pris tes médicaments? Viens, on va prendre un café, on va en jaser. » Et ça manque cruellement. Peut-être, juste un petit mot pour compléter. Effectivement, les groupes de défense, il y en a qui sont excellents, qui collaborent très bien, qui comprennent. Et il y en a d'autres qui sont vraiment là. J'ai eu je ne sais pas combien de plaintes contre moi là, parce que j'avais osé dire des choses ou faire des choses. Il y a des groupes, ces groupes-là ont des subventions du gouvernement. Ils ont même des centres pour faire sevrer la médication qu'on donne à nos patients sans faire la distinction entre un médicament qui est donné simplement pour soulager et qui a un risque de dépendance versus un médicament qui est donné parce que le patient en a besoin. Oui, effectivement, j'ai de la difficulté à comprendre qu'on subventionne, peut-être que de l'autre côté, on a des bons arguments, là, mais qu'on subventionne des choses comme ça quand on se bat avec les patients pour les convaincre que la médication est nécessaire. Oui, c'est ça. J'ai une question. Si un crime est commis par un adolescent, proche de l'âge d'adulte, 17 ans, et il commet un crime grave, il tue un autre adolescent, est-ce qu'on peut demander que son crime soit jugé comme un adulte et pas comme un adolescent et par un jury ça peut être un jury ou un juge. Moi, je suis contre le jury parce que ce sont des gens un peu comme le policier il avait dit, mais ça c'est personnel. Mais au moins, est-ce qu'on peut demander que ce soit jugé comme un adulte? Oui, je pense que des avocats dans la salle qui seraient beaucoup mieux placés que moi pour répondre, mais la question c'est oui, définitivement. Et si ma mémoire est bonne, c'est à 16 ans que se fait la différence. Entre 16 et 18 ans, il y a une présomption que cette personne-là doit être jugée comme un adulte et ceux qui voudraient le juger comme un adolescent doivent en faire la preuve, et à moins que je me trompe. Et en bas de 16 ans, c'est le contraire. La présomption est qu'il devrait être jugé comme un adolescent et c'est ceux qui veulent le juger comme un adulte qui doivent en faire la preuve. Mais définitivement, oui, il y a des adolescents qui peuvent être jugés comme des adultes. Ça, il n'y a aucun doute. C'est ça, on m'a dit que ça n'existe pas au Canada. Ça Non. Oh non, ça existe et oui. J'ai une autre question, Dr. Chamberlain. En 2012, on a adopté la loi C10 qui fait en sorte qu'auparavant, il fallait faire la preuve, c'était à la couronne à demander qu'il soit jugé comme adulte. Avec le C10, maintenant, chez des jeunes, pour 3 crimes. Homicide, agression sexuelle avec violence.
Maintenant, c'est beaucoup plus facile pour un avocat de la Couronne de demander qu'il soit jugé comme adulte. Au Québec, c'est 16-17 ans et au Canada anglais, c'est à partir de 14 ans. Parce qu'on respecte la loi sur la loi de la jeunesse. Le Code criminel respecte la loi de la jeunesse. Donc, c'est plus facile. Je le dis, depuis toujours, depuis longtemps. Sauf que depuis 2012, depuis que la loi C10 a été adoptée, pour des types de crimes graves, c'est plus facile d'être jugé comme adulte et d'avoir une sentence d'adulte, même s'il y a un maximum qui est différent, là, d'avoir une sentence d'adulte, c'est plus facile maintenant que ça l'était. Et là, il y a le projet de loi C75 qui a été déposé par les libéraux, puis je ne veux pas faire de politique. Le projet de loi des libéraux, le C75, va abolir le C10, cette loi-là. Donc, ça va être plus difficile après de demander un procès pour adulte chez un jeune. J'ai une question pour Dr Chamberlain. Dans quelles circonstances est-ce que les gens qui ont des problèmes de santé mentale reçoivent une ordonnance de traitement? Alors, où est-ce qu'ils doivent recevoir les injections et tout ça? C'est assez complexe. Il y a toute une série de lois pour garder les patients contre leur gré, les évaluer, avoir des gardes provisoires et avoir des gardes dans l'établissement. Une fois qu'on connaît suffisamment bien son patient, là, on peut faire une demande d'ordonnance de traitement contre le gré. Mais c'est beaucoup plus complexe. C'est à la Cour supérieure. C'est habituellement contesté. Le patient va avoir ses propres experts pour essayer de contester ça. C'est donné pour des périodes de plus en plus courtes. Moi, je me souviens, je disais, un patient qui a ça juste pour 2 ans, dans sa tête à lui, 6 mois avant, là, il a comme le droit de l'arrêter. Puis au bout du 2 ans, le patient, habituellement, il apprend sa médication. Il sait que s'il dit qu'il va continuer à la prendre, on n'ira pas chercher une prolongation. Mais il attend juste de ne plus être sous le coup de ça pour l'arrêter, puis que l'on reprenne Donc, c'est une procédure qui est assez complexe, des rapports complexes à faire. Habituellement, c'est donné pour 2 ans, mais mon opinion à moi, c'est qu'un individu qui a déjà commis un crime quand il a arrêté sa médication, 2 ans, c'est rien. Il attend cette période-là pour l'arrêter. Ça devrait être des minimums de 5 ans qu'on devrait donner, puis ça, les juges en donnent à peu près plus. En sachant très bien que dans la tête du patient, il doit prendre ça pour le temps que l'ordonnance est là. Il interprète ça que quand l'ordonnance est finie, il peut l'arrêter. Mais ce n'est pas juste dans des circonstances de crime. C'est-tu en lien avec... Non, non, ça, par contre, l'avantage, c'est qu'on n'a pas à démontrer un danger. On a à démontrer, premièrement, que le patient est inapte à consentir. Parce que si le patient est apte et refuse, on ne peut rien faire. Fait qu'il faut démontrer que la maladie l'amène à ne pas comprendre qu'il a besoin de ça, qu'il ne comprend pas sa maladie, qu'il ne comprend pas pourquoi il y aurait... Les critères sont assez... Il y en a 5 qui sont assez complexes. Et à la fin, il faut montrer que, en gros, c'est comme si on demandait au juge de se mettre à la place du patient et est-ce que lui prendrait cette médication-là. Donc, le juge va dire c'est raisonnable de forcer ce patient-là à prendre cette médication-là parce que de lui-même, il n'a pas la compréhension de la nécessité de la prendre. Et si on ne peut pas faire cette démonstration-là, le juge n'émettra pas l'ordonnance. Mais celle-là n'est pas basée sur le danger, par exemple. Elle est basée sur le besoin du patient. C'est sûr que s'il y a un danger, c'est plus facile à démontrer. Oui. Merci. Je pense qu'on a une dernière question en avant ici. Vous avez une question? Oui, s'il vous plaît, pour le docteur Chamberlain. Vous avez fait référence un peu plus tôt, docteur Chamberlain, aux différents mandats que vous pouviez avoir. Vous avez fait référence au mandat dont on a parlé davantage, celui de procéder à une expertise suivant les dispositions de l'article 16. Vous avez parlé également d'un autre genre d'expertise, cette fois-ci qui vise plutôt à évaluer le degré de responsabilité. C'est-à-dire que c'est un degré de responsabilité la décision reviendra au jury. Par contre, vous allez préparer une expertise qui éclairera éventuellement les jurés à prendre la décision, à savoir si cette personne-là avait une capacité de former une intention, mais une intention qui n'était pas celle liée au meurtre, mais plutôt à une infraction moindre, à un homicide involontaire, par exemple. Est-ce que vous pourriez détailler un peu ou distinguer votre rôle pour un et l'autre des mandats? Oui, je vais peut-être répéter la question. La question, c'était, au-delà de... quand c'est noir et blanc, est-ce que la personne est responsable ou non responsable? Il y a des expertises pour ça, mais il y a aussi des expertises pour savoir le niveau de responsabilité. Est-ce que c'est un meurtre premier, deuxième, un homicide involontaire? Et je vais vous avouer que moi, habituellement, quand je l'ai fait, je ne fais pas la distinction.
Je considère que mon rôle consiste à expliquer l'état mental de la personne au moment du délit et que le jury ou le juge prendra la décision. Est-ce que c'est à un point où l'article 16 s'applique? Et en expliquant l'état mental, bien, ils auront le matériel nécessaire pour déterminer si c'est un meurtre premier, deuxième ou un homicide involontaire. C'est clair qu'on va quand même nous le demander. Est-ce que d'après vous, l'article 16 s'applique ou pas? Fait que là, oui, on va se prononcer. Pour le reste, ce n'est pas à nous de déterminer est-ce qu'un meurtre premier, c'est que la personne, elle avait planifié son geste. Vous me corrigerez si je n'ai pas les bons termes, là, mais c'est que la personne était capable de planifier son geste. Un deuxième degré, c'est que c'est peut-être pas planifié, mais la personne était capable de vouloir ce geste-là. Et un homicide involontaire, elle voulait le geste qu'elle posait, même si elle ne savait pas que ça allait finir en meurtre. Là, je caricature un peu. Mais c'est clair que moi, mon rôle, c'est d'expliquer comment la personne pense. C'est quoi qui la motivait, c'est quoi qui interférait sur elle, qu'est-ce qui la faisait penser comme ça. Puis à ce moment-là, ça serait au décideur de décider, dans un état mental comme celui-là, c'est un meurtre premier, un homicide ou un meurtre deuxième ou une non-responsabilité. Moi, je considère que ce n'est pas mon rôle de me prononcer à ce niveau-là. Puis quand on a expliqué le mieux possible l'état mental de la personne, bien, les autres sont mieux placés pour prendre cette décision-là. Merci beaucoup. Merci à nos panélistes. Je pense qu'ils méritent, oui, une bonne main d'applaudissements. Je me rends compte finalement que je parle d'affaires judiciaires pendant 1 heure à tous les jours et finalement, je ne connais pas grand-chose parce que j'en ai appris énormément aujourd'hui, plein de subtilités que j'ignorais. Même je travaille avec une juge, un avocat et un ancien policier. Merci beaucoup à vous de votre présence ici, de votre implication. Ça témoigne de votre intérêt pour la cause. Les questions également étaient particulièrement importantes et vraiment, nos experts y ont bien répondu. Et je vous laisse en terminant avec Monsieur le Président Bruno Serre. Merci. Ben, merci beaucoup à Jean-François Guérin, l'animateur. Hein? Bonne main d'applaudissements, merci. Merci encore une fois d'être ici aujourd'hui. Hein? C'est très apprécié. J'espère que vous avez aimé cette rencontre-là. C'était très bien. Nous allons procéder au tirage. Merci tout le monde d'être venu aujourd'hui. Pour nous, c'était un sujet qui était hyper important, le surmagasinage. Merci surtout à la qualité de nos panélistes qui ont accepté de venir ici. Merci aux participants aussi qui ne sont pas nécessairement de l'AFPAD, qui viennent passer un samedi à partager nos revendications, nos luttes, nos débats. Alors, je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour un autre sujet des grandes conférences. Merci aussi, un merci particulier à nos bénévoles qui ont été à l'accueil. Merci.